Quand j'ai reconnu en moi ma bisexualité il y a 2 ans, on m'a conseillé le compte Instagram de Floralie Reza, une figure en France du militantisme bi. À ce moment-là, j'entrais dans l'asso DJ Arc-en-Ciel, une asso LGBT chrétienne dont je vous parle presque à chaque épisode, et malgré leur très bel accueil, je me sentais un peu à part dans mon identité bi. Son compte Insta et ses publications m'ont vraiment aidé à mieux comprendre ce que je vivais, les difficultés auxquelles j'étais confrontée et à politiser ma bisexualité. Et j'ai découvert par la suite qu'avant ça, elle portait le projet Queer Chrétienne, une chaîne YouTube de vulgarisation de théologie queer et de partage d'expériences, dont les vidéos sont toujours en ligne. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de ce podcast il y a 1 an, j'ai tout de suite pensé à elle et l'ai mis tout en haut de ma liste rêvée de personnes à inviter. Et je dois dire que je suis super reconnaissante que ce projet me permette d'entrer en contact et de converser avec des personnes que j'admire. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens pour les 2 derniers essais de Floralie Reza, L'architecture de la biphobie et Te lécher jusqu'à m'étouffer, la bite des meufs et le lesbianisme, qui ont été 2 lectures très importantes pour moi. Salut Floriane, merci d'avoir accepté cette interview. Floralie, tu es géochimiste environnementale, mais aussi militante et autrice. C'est plutôt ces points qui nous intéressent pour cette interview, et tu œuvres à accompagner la construction d'une communauté bi et pan francophone. Et moi, c'est comme ça que je t'ai découverte par le côté militante bi, puisque j'ai reconnu en moi ma bisexualité il y a 2 ans, je pense. Et j'étais assez dépourvue quand je l'ai découverte et que j'ai fait face à de la biphobie. Et on m'a conseillé, je ne sais plus qui, mais m'a conseillé ton travail. Donc, merci beaucoup pour ça. Et du coup, tu as pendant quelques années également porté un projet de chaîne YouTube qui se nomme Queer Chrétienne, qui est toujours, enfin, les vidéos sont toujours accessibles, où tu parles de ton parcours en tant que femme chrétienne et bi, et vulgarise des éléments de théologie queer. Donc voilà, mon podcast s'axe de base sur ces questions d'amour, de sexualité, de foi chrétienne. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur ce parcours et comment il se construit et comment on en arrive à ton militantisme actuel, et parler de bisexualité, parce que je suis ravie de pouvoir en parler dans le podcast. Et du coup, en point de départ, la question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu te rappelles d'une première fois, enfin de la fois la plus ancienne, où tu as entendu parler de sexualité et de relations amoureuses dans un contexte chrétien ? Nous, on parlait beaucoup de sexualité, bizarrement, dans le milieu dans lequel j'étais. Et mes parents en particulier étaient très ouverts sur la question de l'éducation sexuelle, etc. Mais mon premier souvenir dans un contexte chrétien, c'est les mises en garde contre l'homosexualité. Donc ça, c'était pendant l'adolescence, où on avait une petite brochure qui expliquait en fait qu'est-ce qui était attendu de nous en termes de chasteté. Et donc du coup, en gros, on nous expliquait, il y avait plein de choses sur le fait qu'il fallait attendre d'être marié, que c'était important, que c'était quelque chose qui était sain et désirable dans la relation de couple, mais que en tant qu'adolescent, nous, ce qu'on devait plutôt faire, c'est commencer à apprendre à connaître les garçons, à sortir avec eux, mais on nous disait il faut pas rester seul dans une salle tous les deux, quand vous dansez ensemble, il faut qu'il y ait une certaine distance entre vous, etc. Et il y avait une petite page sur les désirs homosexuels où on nous disait que c'était vraiment pas bien et que si jamais on voyait qu'on avait du désir homosexuel dans notre cœur, il fallait en parler à notre évêque. Donc je pense ça, j'avais peut-être 12-13 ans quand j'avais eu cette brochure. Ah ouais, donc vraiment de la culture de la pureté explicite et homophobe explicite, quoi. Il y avait un peu sur la masturbation aussi. Ah oui, ok. Ah ouais, c'était vraiment explicite, quoi, parce que des fois les messages selon les communautés et expériences sont passés de manière plus ou moins explicite ou implicite. Là, c'est vraiment sur le papier, quoi. Ouais. Masturbation, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Il fallait pas le faire. Ça va dans le package. Ok. Donc, est-ce que tu peux du coup nous
nous parler de ton adolescence et comment tu te construis dans ta foi et aussi dans ton parcours amoureux et sexuel? Est-ce que, par exemple, c'est question sur l'homosexualité, ça, tu te sens concerné, enfin, et sur la pureté, enfin, comment est-ce que tout ça te traverse à ce moment où t'en entends parler? Alors pour le coup, je pense la première chose qui m'a le plus affectée, c'était vraiment cette notion de pureté. En plus, on était dans un mouvement où on appuyait énormément sur le fait que le péché commençait dès la pensée. Donc il fallait qu'on maîtrise nos pensées. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je trouve que c'est un message qui est vraiment très dangereux parce que s'il y a bien une chose qu'on maîtrise pas, c'est nos pensées. Après, maîtriser ses actes, c'est une autre histoire, mais voilà, la pensée, bon, elle vient. Et du coup, pour moi, le début de la puberté, je pense que maintenant, avec du recul, je me dis, mais en fait, juste, c'est les hormones qui arrivaient et c'était normal. Et donc, j'ai commencé à avoir mes premières pensées, entre guillemets, impures. Qui consistait... alors j'avais un très bon ami qui était dans la même religion, que j'aimais beaucoup, il était très drôle et du coup j'avais eu cette pensée que ce serait vraiment très bien si on s'allongeait l'un sur l'autre. Et juste cette pensée vraiment très très émoustillante, mais aussi très très grave, extrêmement grave, parce que là je m'étais dit mais j'ai la pensée de la fornication, c'est un péché. Donc ça a été pas très très cool l'adolescence, parce que j'étais vraiment dans un truc où il fallait que j'ai pas de pensée impure, alors que à l'adolescence voilà. Après, paradoxalement, je me suis pas du tout masturbée. Ma première masturbation, elle a eu lieu après la naissance de mon premier fils. Donc j'ai vraiment, de ce côté-là, j'étais sereine. Mais j'ai eu des amis qui ont eu des conséquences, parce que du coup, forcément, il fallait en parler à son... Je sais pas, c'est un équivalent d'un confesseur, quoi. Ouais. Et quand tu disais que tu te masturbais, en règle générale, ça voulait dire que tu n'avais plus le droit de communier le dimanche. Ça pouvait aller jusqu'à des mesures du genre tu n'avais plus le droit de prendre la parole en public. Et comme on savait que c'était des conséquences qui venaient avec des péchés, quand quelqu'un ne parlait plus en public, on savait qu'il s'était passé quelque chose. Oui, donc il y avait vraiment cette opprobre sociale claire de la personne est trop impure pour communier et du coup on sait qu'il y a péché, quoi. Ouais. Et puis ensuite... Mais du coup, et toi, tu adhérais, tu avais envie d'être dans ce message de pureté et de te trouver un petit ami à un moment donné, vous fiancer, vous marier, et voilà, quoi. Oui, moi j'étais complètement... je voulais faire tout ça. Ouais. J'avais vraiment beaucoup la foi aussi, même dès que j'étais petite, quoi. Donc moi je voulais faire ça bien. J'ai eu mon premier petit ami... Alors il y avait aussi la règle, on n'avait pas le droit d'avoir de petit ami avant 16 ans. Okay. Et j'ai eu mon premier petit ami à 15 ans. Je crois que mon premier petit ami, en plus, il n'était pas dans ma religion, donc c'était vraiment pas cool. Et alors maintenant, avec du recul, je regarde, je fais, mais c'était du grooming. Moi, j'avais 15 ans et lui, il en avait 18. Alors c'était un peu... Je sais qu'à cette époque-là, moi, c'était un peu pesant parce que j'avais un peu l'impression que je devais prouver que j'étais mature pour mon âge, entre guillemets, puisqu'il m'avait dit que j'étais mature pour mon âge. Et lui voulait avoir des rapports sexuels et moi, non. Donc du coup, il y a eu un truc un peu compliqué parce que lui a un peu... c'est pas qu'il a forcé, mais il a fait déjà ce qu'il aurait eu avec des filles de son âge, de sa culture, etc. Ça aurait été anodin, mais moi, c'était vraiment trop tôt. Et en même temps, j'en avais envie, et en même temps, c'était trop tôt. Donc ça a été un peu compliqué. Psychologiquement, je pense que je l'ai pas bien vécu. Ensuite, j'ai eu une courte relation avec un gars de mon église qui était hyper cool, hyper gentil, hyper respectueux, et qui respectait bien les règles. Et moi, j'avais un peu le feu au cul. Et ensuite, ça a été la catastrophe. Je suis sortie avec un gars qui était dans ma classe et j'ai enfreint la loi de chasteté moult fois. Et ce qui était terrible, c'est que moi, je vois ça maintenant, je me dis j'étais adolescente et impulsive. Les autres adultes disaient je comprends pas, soit tu crois pas en Dieu et tu fais ces trucs là, soit tu crois et tu le fais pas. Et j'étais là, mais en fait je veux suivre la loi de chasteté, mais en fait j'avais toute l'impulsivité d'une gamine très très dérégulée, etc. Donc je faisais des choses que je regrettais à la seconde où ça se passait. La question de la contraception, moi dans ma tête je me disais si j'ai ne serait-ce qu'un préservatif sur moi, ça veut dire que j'ai planifié de pécher. Donc je ne dois pas avoir de préservatif sur moi. Donc j'ai eu une conduite à risque. Moi je me dis aujourd'hui que j'ai eu énormément de chance parce que je ne suis pas tombée enceinte, je n'ai pas attrapé d'IST dans un contexte où j'aurais pu, clairement j'aurais pu. Et puis dans ma famille il y a même une fille qui est tombée enceinte avant le mariage et qui a été excommuniée.
Donc j'ai eu de la chance, entre guillemets. Après, psychologiquement, je pense que j'en suis sortie avec l'impression que j'étais quelqu'un qui avait des penchants vraiment très mauvais, etc. Et en parallèle de ça, bien, il y avait la bisexualité qui venait mettre une couche par-dessus. C'est-à-dire que je grandis déjà en me disant que j'ai des pensées impures en permanence, à essayer de maîtriser mes pensées, à pas y arriver. Et en plus de ça, régulièrement, en fait, j'ai des crushs sur des filles. Et alors là, pour moi, c'était le summum, c'était la fin. Ouais. Bah là, à part la masturbation, tu étais partout dans cette brochure qu'on vous avait donnée à 12-13 ans, quoi. Il n'y avait rien, rien que tu faisais comme la brochure l'indiquait, quoi. Ça marchait pas du tout, non. Ouais. Ok. Oui, donc en fait, les deux coexistaient, quoi. Tu étais vraiment dans cette envie de pureté et en même temps, tu avais cette vie amoureuse et sexuelle qui se construisait, ces fantasmes, enfin, ces envies qui étaient là. Et ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est quoi la suite de ça ? Alors la suite de ça, c'est que je rentre en prépa. Bon, comme tout le monde le sait, c'est un peu stressant comme environnement. Là, c'est la fête du slip. Là, je lâche tout, je vais plus à l'église, j'ai un copain, on se fiance. Parce que quand même, dans ma tête, je me disais, mais si on se marie, du coup, c'est plus un péché. Ouais. Mais tu pars de chez tes parents et du coup, tu vas pas dans une nouvelle église ou juste tu arrêtes d'aller à l'église Je pars de chez mes parents et dans l'église de la ville où j'étais, j'y suis allée un petit peu. Puis en fait, à un moment, j'ai arrêté d'y aller. Après, c'était une toute petite paroisse très vieillissante, il n'y avait pas de jeunes. Mais bon, bref. Donc j'ai cette période-là pendant un an où même j'habite avec mon copain. Donc là, je suis un peu en rupture religieuse. Et là, je sors avec ma première copine, qui est une meuf de ma classe. Et c'était vraiment... Alors, c'était absolument pas un coup de cœur. C'était vraiment, pour moi, j'étais juste dans un comportement d'autodestruction avec une fille qui ne comptait pas pour moi, je ne comptais pas pour elle non plus. C'était une autre fille bisexuelle. Bon, maintenant c'est une lesbienne butch, mais à l'époque, c'était une blonde aux yeux bleus avec les cheveux longs qui sortait avec des garçons et qui avait des crushs sur des filles. Et donc, on sort ensemble pendant une semaine. Je trompe mon mec avec elle. Même, on est vraiment au max. Infidélité avec une femme. Voilà, homosexualité. On n'est même plus dans les pensées impures, là, on est dans les actes impurs. Et là, ça a été vraiment un électrochoc. Je me suis dit, ah non, mais là, c'est bon, je vais aller en enfer. Donc j'ai dit, ça suffit les conneries, j'arrête tout. Donc je la largue en lui disant la pire chose du monde. Je dis, non, mais moi, je veux des enfants et tout. Genre, je la quitte parce que je veux des enfants après une semaine, ça n'a aucun sens. Et je largue mon mec. Je change de prépa parce que du coup là je fais ma 5,5 dans une prépa avec un niveau plus élevé et je me dis là je suis sérieuse, je bosse pour entrer dans une grande école et donc je vais dans ma nouvelle prépa. J'ai un crush pour un gars, je m'apprête à lui faire du rentre-dedans comme je fais d'habitude. Je me dis non, ça suffit là, t'es sérieuse, ce qui est très bien parce que vraiment c'était un gars inintéressant au possible, je vois pas ce que j'avais et là j'ai rencontré mon futur mari. Et ça a vraiment été... j'ai pas réussi à être plus sérieuse que le reste du temps parce que j'étais toujours aussi impulsive. Donc nous avons, nous aussi, enfreint la loi de chasteté. Mais, vous êtes vraiment mariés. Mais on s'est vraiment mariés. Et lui, par contre, il était trop mignon. Lui, il avait une maîtrise de lui. J'étais mais c'est inhumain. Genre, si on bossait ensemble le soir et que je disais, ah non, j'ai la flemme, j'ai pas envie de rentrer chez moi, je peux dormir chez toi. Il me disait, donne-moi tes clés, je vais dormir chez toi. Nous ne devons pas dormir dans le même lit. Waouh. Voilà, donc j'étais vraiment avec un homme d'une maîtrise. Alors lui, il avait grandi chez les catholiques traditionnalistes. Et lui aussi, il pensait qu'il fallait attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Oui, donc vous étiez raccord sur ces idées-là. Donc, vous vous mariez finalement, malgré une enfreinte quand même de cette loi de chasteté, malgré tout. Oui. Et donc là, vous êtes, c'est bon, tu es dans un couple marié. Et du coup, tu revas à l'église. Enfin, par rapport à la foi, du coup, ça t'es rentré dans le droit chemin et du coup, tu reviens sur les bancs de l'église. Ah, merveilleux. Oui, je reviens. En plus, je pense qu'il y a eu un jeu de déménagement où du coup, l'opprobre ne m'a pas suivie.
À un moment, je réintègre le truc, je suis pas... Parce que j'ai quand même eu, pendant des années, j'avais plus le droit de parler à l'église, j'avais plus le droit d'avoir des responsabilités, j'avais plus le droit de communier le dimanche. Ça a duré des années quand même. Et là, du coup, je me marie, ça rentre bien dans le cadre, j'ai à nouveau des responsabilités. En plus, du coup, je parle bien en public, donc du coup, les gens m'aiment bien. On me file de plus en plus grandes responsabilités. Et je fais partie de la chorale de paroisse, j'ai mon premier bébé et tout. Et en fait, à un moment, j'ai un crush à nouveau sur une fille. Et là, c'était vraiment... Ça a été le déclic où je me suis dit, ah non, là, je fais tout parfait. J'ai quand même un crush sur une fille. Donc, parce que moi, ce que je pensais, c'était que comme j'étais pas une bonne personne, Satan avait accès à mon cerveau et pouvait mettre des mauvaises pensées dessus. Et là, j'étais là, non, c'est bon, là, j'ai tout bien fait, mais j'ai quand même un crush sur une fille, donc c'est pas que c'est Satan qui a mis ça dans ma tête, probablement c'est juste que c'est là et que ça va rester comme ça. Ok, ça a enlevé ce côté démoniaque où on se dit des actions impures, ça amène à, je sais pas, selon les croyances, des idées de démons ou ça va amener des choses à soi négatives. Et là, du coup, ça te rassure d'un côté ou légitime le fait de te dire, t'as fait tout by the book, quoi, comme il faut. Et en fait, ça reste là, en fait. Tu es toujours bi. Ouais. Ok. Et donc, c'est quoi la conséquence de se dire, en fait, c'est là et c'est pas un démon, quoi. Enfin, c'est pas Satan. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais vraiment ce truc un peu démoniaque où je me disais je me dis pas que j'étais possédée, mais mais en vrai, c'est vraiment quelque chose qui est véhiculé aussi sur l'homosexualité comme sur d'autres choses qui sont vues comme péché, ce côté vraiment de possession et ce qui va aussi avec l'idée de guérison, quoi. Enfin, et après, ça peut être vu de manière selon les courants chrétiens, c'est plus ou moins surnaturel ou plus ou moins, enfin, c'est présenté de différentes manières, mais ça peut vraiment aller jusqu'à cette idée de possession et de démon et il faut extraire le démon de l'homosexualité de toi, quoi. Donc, c'est des imaginaires qui existent, quoi. Enfin, donc ça m'étonne pas. On n'était pas très loin. Moi, je cherchais pas à être guérie, mais je pensais que si j'avais une bonne pratique religieuse, j'allais être guérie de ces pensées impures. Donc là, oui, là, c'est fini. Là, je me dis, bah non, en fait, si ça se faut, les gens, ils ont raison. Born this way, je suis comme ça et ça va pas changer. Et c'est pas un péché. Mais à l'époque, je me dis, c'est pas un péché d'avoir ces pensées, mais dans ma tête, ça restait un péché d'avoir des rapports homosexuels. Et j'avais un peu aussi, alors c'était marrant parce que du coup, je voyais pas les lesbiennes comme les bisexuels. Parce que pour moi, les lesbiennes, elles avaient pas le choix. Et j'avais aussi cette idée que si on n'était pas chrétien, c'était pas grave d'être homosexuel parce qu'on n'était pas au courant que c'était pas bien. Et du coup, dans ma tête, j'étais un peu en mode genre, du coup, j'espère que toutes ces lesbiennes, elles rencontreront jamais les missionnaires, qu'elles se convertiront jamais, parce que c'est quand même, sinon, ça voudrait dire qu'il faut qu'elles passent toute leur vie toutes seules, ce serait triste. Oui. Ah bah alors ça, j'ai une catho radicale qui avait dit à ma meilleure amie d'enfance que c'était pire d'être protestant qu'agnostique athée, parce que les agnostiques athées, ils étaient dans l'ignorance, alors que les protestants étaient dans l'erreur, quoi, et que l'erreur, c'était pire que l'ignorance. Donc, effectivement. Ouais, ok. Donc, tu essayes de sauver toutes les lesbiennes du christianisme, quoi. Non, toi, c'est trop tard, quoi. Ah oui, non, moi, c'était trop tard. Puis, je me voyais pas du tout... J'avais un peu du mal aussi à voir que c'était une orientation sexuelle. Ça restait quand même un petit peu dans ma tête. Je me disais, non, les bisexuels, c'est un genre de... C'est un lifestyle d'hétéro, quoi. Alors que les lesbiennes, ça, c'était une vraie orientation sexuelle. Donc là, accepter que la mienne, c'était quand même peut-être un peu une orientation sexuelle. Mais ouais, donc au début, j'étais plutôt en mode genre, bon voilà. Et je me heurte à ce moment-là au fait que donc mon courant religieux, lui, commence à être un peu plus progressiste, mais il partait de tellement loin. Donc aujourd'hui, enfin, c'est toujours des homophobes. Hein. Mais ils étaient un petit peu en train de basculer sur ok, c'est ok, mais il faut que vous soyez célibataire. Alors qu'avant, c'était vous êtes des malades mentaux et c'est très grave. Ok, donc on en arrive là dans ton église, quoi, dans ton courant. Ouais, mais alors eux, ils y arrivent à la tête, mais du coup, forcément, les gens, ça fait 40 ans qu'on leur dit que c'est satanique. Donc les gens, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, il n'y en a pas du tout. Et ça commence un peu à me heurter, de dire non mais en fait là, les gars, quand même, la tête, ça a avancé, on pourrait peut-être au moins tous se mettre à ce niveau-là. Mais ouais, donc ça a commencé comme ça. Là, j'ai commencé quand même à me poser des questions à un moment, de me dire non mais quand même, c'est vrai, ça vient d'où ce truc-là, que c'est un péché, j'aimerais bien savoir où c'est. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment lire la Bible intégralement pour essayer de trouver des traces et me rendre compte qu'en fait,
j'ai commencé par lire les trucs que Jésus avait dit quoi, dans le Nouveau Testament et de voir que Jésus ne parle pas une seule fois de l'homosexualité. En fait, ça m'a choquée. Je fais non, mais en fait, du coup, ça vient d'où si c'est pas le Christ qui en parle? Et on met tellement de poids dessus. Et ça, ça a commencé comme ça. Finalement, j'ai commencé petit à petit, c'est formé dans mon esprit que peut-être, en fait, l'homosexualité n'était pas un péché du tout. Et puis, il y a eu ce déclic où je me suis dit, j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé. Alors, à l'époque, c'était un peu l'époque des blogs. Moi, j'avais des blogs. Mais j'étais là en mode genre, non, j'aimerais faire autre chose qu'un blog. Puis, il y avait YouTube qui était un peu installé. Je me disais, allez, peut-être tenter un truc sur YouTube. Mais dans ma tête, je me disais... dans ma tête, à l'époque, j'étais très intéressée par le référencement sur Internet. Okay. Comment on référence. Ouais. Et du coup, je me disais juste, si je mets les bons mots-clés, les gens vont le trouver. Et dans ma tête, je me disais, il doit y avoir 3 ou 4 pelés comme moi qui ont besoin de savoir ça. Et s'ils le trouvent, ce sera génial. Et du coup, entre guillemets, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai continué à faire mes vidéos pendant tant de temps, parce que j'avais pas beaucoup d'audience au début. Et parce que je pensais pas que j'aurais de l'audience, en fait. Donc du coup, je le faisais vraiment pour les 3-4 pelés tu t'es dit, c'est ultra niche. Et quelques personnes vont avoir accès à ça, et tant mieux pour elles, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Mais j'avais quand même peur d'avoir... parce que je voyais bien qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs sur les LGBT qui se faisaient harceler. Et dans ma tête, je me disais, je vais me faire harceler, j'aurai des menaces de mort si quelqu'un le trouve. Je pensais vraiment qu'avec 3 auditeurs, j'allais avoir des menaces de mort qui allaient me tomber sur la tête, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Quand j'ai commencé mon podcast sur l'amour et la sexualité, qui n'était pas du tout ciblé envers les personnes chrétiennes, c'est quand même les intégristes chrétiens qui me faisaient le plus peur, quoi. J'ai l'impression qu'ils allaient me retrouver et que, voilà, alors même que j'en parlais pas à l'église et que clairement, mon petit podcast qui a pas une grande audience, il ciblait pas du tout ces personnes-là, quoi. Enfin, il n'y avait aucune raison, mais ça montre quand même, en fait, l'exposition que c'est et les peurs que ça crée. Parce que cet environnement est tellement fermé à ça et que les conséquences sociales peuvent être bien réelles, quoi. Donc, Non, ça peut arriver. Hein. Oui, clairement. Ça peut arriver. Et du coup, ouais, donc tu commences une chaîne YouTube. Et oui, c'est quand même assez le début de YouTube. On est en 2013-2014, un truc comme ça. Je sais plus. Ah bon. Mais en tout cas, YouTube n'existe pas non plus depuis si longtemps. Et puis être sur YouTube, c'est aussi montrer sa tête, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'assez exposant, enfin, par rapport à un blog qui peut être plus anonyme. Là, il y a une exposition qui est plus forte en vidéo en montrant sa tête, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que tu commences cette chaîne YouTube? Ça change des choses? Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube en tant que bonne chrétienne, j'ai d'abord prié et j'ai demandé à Dieu ce qu'il en pensait. Tu as fait un travail de discernement pour savoir si tu devais faire cette chaîne Cœur Chrétienne. Et moi, à l'époque, vraiment, mon sentiment, c'est que Dieu m'a donné le nom de la chaîne. Parce que je dis comment je vais l'appeler, et j'ai vraiment cette pensée qui vient, mais je sais pas si tu as eu ce genre d'expérience. Tu sais, c'est une espèce de truc. Alors bon, entre-temps, j'ai perdu la foi, c'est compliqué, mais t'as une pensée elle est pas vraiment de toi, elle a une espèce d'immanence très pure, et tu te dis, ah, c'est Dieu qui me parle, ou le Saint-Esprit, ou un truc comme ça. Et vraiment, il y a ces mots qui arrivent, queer chrétienne. Et dans ma tête, je fais... Alors déjà, queer, j'étais là, quoi, queer? Mais queer, c'est tous les queers, je vais m'adresser à tous les queers. Et chrétien, et je vais m'adresser à tous les chrétiens. Oui. Mais c'est énorme, parce que moi, dans ma tête, dans ma tête, je m'adressais aux gens de ma petite congrégation. Et du coup, voilà, je trouve ça trop drôle de me dire... j'étais un peu perché, je dois dire. En tout cas, j'étais vraiment à fond dans la foi, quoi. Et je priais avant de faire les vidéos, je faisais le montage, je priais avant de les mettre, parce que j'étais terrorisée aussi à l'idée de faire ce qu'on appelait prêcher de la fausse doctrine. Donc j'étais en mode genre, je veux pas faire d'erreur, je veux pas induire les gens en erreur et tout. Et pendant très longtemps, je continuais à avoir peur d'être dans l'erreur. Ok. Oui, écoute, moi je suis aussi hyper perchée. Je crois que j'ai été appelée à faire les 2 projets de podcast que je fais. Ok, donc on se comprend. Puis, j'ai mon appel de foi que j'ai eu dans une église évangélique où en plus, je sais maintenant, enfin, tous les tenants qui font qu'on crée de l'attention et de l'émotion et comment on en arrive à faire que les gens se sentent hyper émus et tout machin. Enfin, je sais tout ça. Et malgré tout, il y a eu un moment où j'ai un appel où je me suis dit, mais en fait, je suis un pont. Voilà, je fais le pont entre des choses qui sont éloignées et tout. Ça, c'était genre 2015. Et franchement, malgré le fait que j'ai remis en question complètement mon passage dans cette église évangélique, je continuais à me dire, je crois que c'est vrai que c'est mon appel de foi et que je suis un pont. Enfin, voilà, et je trouve ça chouette de continuer à être croyant et perché. Enfin, si on le souhaite, quoi, d'une certaine manière. Enfin, ça dépend de la place qu'on donne
au fait d'être perché, quoi. Non, mais du coup, je vois que tu sais de quoi je parle oui. et que nous avons eu les mêmes expériences. Oui, enfin, c'est quand même ça. Enfin, je veux dire, la spiritualité, moi, c'était l'enjeu, je viens d'église très intellectuelle, avec très peu de surnaturel pour le coup. Et où j'étais là en mode, quand même, la spiritualité, il y a quelque chose d'un peu surnaturel, quoi. Si on pense pas de manière un peu magique, même s'il faut pas dire le mot magique, quoi. Enfin, c'est bizarre, quoi, de croire en quelque chose que rien ne démontre, quoi, qui est irrationnel sans y mettre de la magie, quoi. Donc, voilà. Bon, je vois. Et peut-être les personnes qui ont le même genre de parcours verront. Après, les gens qui n'ont pas ce genre de parcours ne comprennent pas de quoi on parle. Mais c'est absurde. Moi, du coup, avec ce projet-là, j'ai du coup des amis pas chrétiens qui m'écoutent parce que c'est mes amis. Et là, il y a un ami qui était en mode, en fait, faut qu'on parle de foi ensemble parce que je me rends compte que tu dis des trucs et je comprends pas ce que tu racontes, quoi, et qu'on n'en a jamais parlé, quoi. Je suis oui, c'est vrai. Donc, effectivement. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on sait, on sait avec qui on peut en parler et avec qui ça ne ferait pas sens. Et c'est pas qu'on cache, c'est juste, oui, effectivement, ces expériences-là, pour les gens qui l'ont jamais vécu. Et tu peux pas, enfin, tu peux essayer de décrire sensoriellement ce qui se passe, mais non, ça s'explique pas, quoi. Ouais. Mais du coup, oui, je sais que tu sais. Ouais. Et tu sais que je sais. Oui. Bon, après, je n'allais pas alors je n'étais pas aussi pieuse de je ne prie pas avant et après pendant le montage de ce que je fais. Mais c'était un peu too much quand même. Mais après, quand même, enfin, moi, je salue ce courage parce que 2014. Il y avait d'autres choses qui existaient globalement dans le monde queer chrétien, quoi. Mais quand même, 2014, une chaîne YouTube pour parler de ces enjeux, enfin, c'est niche aujourd'hui, mais alors c'est niche en 2013-2014, quoi. C'était niche, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une youtubeuse qui s'appelait Cordelia, qui est bisexuelle, et Cordelia faisait de la revue de littérature queer. Littérature plutôt jeunesse. Et Cordelia a partagé mon contenu. Et ça a été un petit peu Et Cordelia était vraiment, à l'époque, c'était quelqu'un qui pesait dans le game. Vraiment. Alors, entre-temps, elle s'est arrêtée parce qu'elle a changé d'intérêt, que les choses se sont débouchées et aussi qu'elle a été salement harcelée. Mais du coup, Cordelia, ça a été un peu le tampon de « Ok, elle est bizarre, mais on l'écoute ». Et du coup, j'ai commencé à avoir plus d'audience. Et c'était très mixte. J'avais à la fois des chrétiens qui essayaient de comprendre, donc plutôt des chrétiens de gauche, et à mon avis, beaucoup de bisexuels. Donc tous ces alliés, entre guillemets, qui sont en fait de la famille. Et énormément de queers complètement athées qui venaient pour chercher des armes pour se défendre contre leur grand-mère, quoi. Et du coup, alors c'était marrant parce que des fois, on me contactait en me disant « Oui, j'ai longtemps eu une très mauvaise opinion des chrétiens, mais maintenant je comprends. » Grâce à toi. Et j'étais là « Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas que les queers se disent finalement les chrétiens sont bien. Non, vous pouvez dire qu'il y a des problèmes avec les chrétiens. Il y a des problèmes. J'aimerais bien que ce soit dans l'autre sens que ça vienne. » Je comprends. Ça a moyennement marché. Je pense que ça confortait, ça réconfortait les queers chrétiens, mais les chrétiens hétéro-cis, ça les touchait pas. Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je parlais juste aux non-chrétiens, aux gens de culture chrétienne, mais pas dans mon église, de questions de sexualité, enfin bon, ça fait très peu de temps que je me vois comme bi, mais du coup, voilà, plus largement autour de la pureté, de la sexualité, avec des personnes queer ou féministes qui me disaient ah mais c'est bien, tu donnes une autre vision de la religion, enfin voilà, tu fais le pont de ce côté-là. Mais alors faire le pont du côté des chrétiens, en fait je l'ai pas fait avant ce podcast, quoi. Enfin ça m'a mis ces 10 ans, quoi. C'est vrai que dans un sens c'est plus aisé que dans l'autre, même s'il y a aussi ces difficultés, quoi. Et du coup, quand même, pendant cette période-là, assez au début de cette chaîne YouTube, tu parles, je ne sais pas si ça arrive en même temps, je ne sais plus, mais du fait que à un moment, tu dis à ta congrégation où tu es, le fait que tu es bi, quoi. Tu en parles au micro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Ah ouais, non, alors en fait, c'est un truc qui s'est passé avant le début de la chaîne YouTube, mais qui a été vraiment un truc fondateur pour moi. C'était
Donc on s'était déjà tapé la manif pour tous en France, très très relou. Et là en fait il y avait un second round parce qu'il y avait les mêmes débats aux États-Unis. Donc ça ramenait la discussion. Et donc tous les dimanches on avait des discussions sur le fait que ah là là ces PD ils vont se marier, etc. Et à l'époque j'étais dans le sud de la France, à côté de Marseille, dans une paroisse vraiment très très à droite, avec des gens très homophobes, mais vraiment bon. Et c'était relou, enfin genre. Moi, ça m'activait de ouf. Moi, c'était bon. Je savais que c'était pas un péché, donc je trouvais que c'était violent gratuitement. Et je savais qu'il y avait 2 mecs dans le placard dans la paroisse. 2 mecs vraiment trop adorables. Et donc, du coup, il y a eu un moment où... Et comment tu le savais ? Genre, tu le savais ou tu leur en avais parlé en C'était off ? mon guédard. Okay. Il y en a un qui me l'a confirmé, l'autre, je saurais probablement jamais, mais je vois pas comment est-ce qu'il peut pas être queer. Il était trop... il était trop doux et gentil. Genre, c'était vraiment l'archétype du mec gay dans le placard. Mais du coup, tu te cherchais pas secrètement, enfin discrètement des alliés en mode en allant parler aux gens que tu... Non. Tu disais peut-être... Non, puis peut-être j'aurais dû, mais non, j'étais vraiment... J'en parlais avec mon mari qui me disait « Bah oui, je comprends que tu sois blessée. » Puis il y a eu un moment, donc j'ai prié pour dire... Qu'est-ce que je dois faire ? Et j'étais là, est-ce qu'il faut que j'en parle ? Et j'ai vraiment été baignée dans cette lumière énergisante qui me disait un truc du genre, je ne sais plus, c'était il y a longtemps et c'est un peu flou, mais c'était un peu un truc du genre, c'est maintenant. Tu vois, genre, les murs tremblent, tu te dis, ah, c'est maintenant. Et donc c'était un dimanche, alors en fait dans mon cours religieux, 1 fois par mois, ce qui est vraiment cool, tout le monde peut prendre le micro et venir raconter ce qu'il veut. Globalement, on nous demande quand même de venir dire que un truc qui nous a un peu marqué, vivifié, renforcé notre foi en Jésus-Christ ou un truc comme ça. Donc du coup, j'ai pris le micro et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et j'ai dit voilà, en fait, moi je suis bisexuelle. À chaque fois que vous avez des discussions homophobes, alors j'ai pas dit homophobe, mais quand vous critiquez les homosexuels, il faut que vous sachiez, alors je sais plus, j'avais essayé de balancer un chiffre, c'était à l'ère d'internet, j'avais un chiffre que j'avais trouvé, je sais pas, j'avais dit genre peut-être 10% de la population est LGBT ou un truc comme ça, et je disais, on est autour de vous en fait, et quand vous dites ça, etc., et genre j'avais la voix qui tremblait, j'avais froid, j'avais peur, j'étais vraiment pas bien. C'était une grosse assemblée, il y avait entre 100 et 200 personnes ce jour-là. C'est beaucoup. Et donc je suis allée m'asseoir et il y avait l'évêque qui était là, qui était un mec jeune, sympathique mais un peu con. Et qui tout de suite il a pris le micro, il a fait « Oui, alors moi quand j'étais jeune, je croyais que j'étais feignant. » Et que ça faisait partie de moi, et en fait, non. Voilà, et j'étais là, ok, donc l'homosexualité, c'est un truc qu'on croit qu'on a en nous, mais comme être feignant, voilà. Enfin, voilà, au même niveau. Okay. Et après, il m'a dit genre, ce serait bien qu'on ait une petite discussion, toi et moi, et j'étais là, non, je ne veux pas. Et maintenant, dans cette paroisse, il y avait une meuf, une élue socialiste, qui devait se sentir très très seule dans cette paroisse de droite. C'était un peu... Elle était vraiment belle. C'était une meuf... Alors, à l'époque, elle devait avoir 50 ans, blonde, hyper charismatique. Enfin bref, une meuf qui faisait de la politique dans le sud de la France. Et maintenant, je me dis, mais oui, mais bien sûr. Mais du coup, en fait, je me suis assise à côté d'elle. Moi, j'avais pas fait le lien du tout. Parce que je m'identifiais même pas vraiment de gauche à l'époque. Et genre, elle m'a pris dans ses bras et elle était hyper émue. Non. Et elle m'a dit, et je me souviens qu'elle m'a dit, je suis tellement fière de toi, et elle pleurait. Et moi aussi, du coup. Et après, le truc, on m'en a pas reparlé, quoi. J'ai juste secoué tout le monde, et après, on a déménagé, et j'ai une vieille dame de la paroisse qui m'écrit chaque année pour mon anniversaire. D'accord. Et apparemment, j'ai marqué durablement les jeunes, les adolescents de la paroisse. Donc voilà. Et je leur avais dit à ce moment, je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette paroisse et qui sont concernés. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment mon point de non-retour. J'étais genre, maintenant ça suffit. Et c'est à ce moment-là où j'ai écrit à mes parents pour faire mon coming out à mes parents. Ok. Je leur ai écrit un mail en disant, voilà, je veux que vous sachiez que je suis bisexuelle. Ils ont cru que je leur annonçais que j'allais divorcer. Je dis, non, tout se passe très bien. Les deux peuvent coexister, oui. Non, je vais pas quitter mon mari, juste je suis bisexuelle. Mais pourquoi tu nous le dis ? Pour que vous le sachiez. Ok, donc coming out, parents qui ne comprennent pas trop, mais voilà, tu déménages, tu vas dans une autre congrégation, tu commences cette chaîne YouTube, tu en reparles, ça a fuite ou tu en parles dans la nouvelle congrégation de cette chaîne YouTube ? Non, j'en parle pas du tout. J'ai jamais parlé de ma chaîne à des gens de ma paroisse.
Je pense qu'il y en a qui savent. Il y a eu un gars quand même. Il y a eu un gars, parce que j'avais aussi des activités pour... je m'étais engagée pour l'ordination des femmes aussi, parce que je suis dans un milieu qui ordonnait pas les femmes. Et il y avait vraiment un gars dans la paroisse de mes parents qui savait, et du coup qui a pété un plan en disant qu'il fallait que je sois excommuniée, que je prêchais la fausse doctrine. Mais à part lui, j'ai jamais vraiment eu de problème. De temps en temps quand même, parce que j'ai quitté mon mouvement, mais pas officiellement. Et de temps en temps, j'ai des demandes d'amis sur Facebook de vieux gars de ma religion, où je me dis, putain, à chaque fois je me dis, est-ce qu'ils vont faire un conseil pour m'excommunier ? Du coup, j'accepte pas leur demande d'amitié. Ok. Tant qu'ils peuvent pas me contacter, ils peuvent faire leur truc. T'excommunier. Ils peuvent m'excommunier, mais Et est-ce que là, c'est bon, tu es trop dans la trahison pour qu'on essaye de te ramener à la religion. C'est pas possible qu'ils viennent pour te dire quand même c'est super, notre congrégation, notre religion revient, quoi. J'ai eu un peu ça. À un moment, j'habitais chez mes parents du coup, j'allais à l'église le dimanche, mais juste par nostalgie, puisque c'était ma paroisse d'enfance. Et j'ai eu l'évêque à un moment qui est venu me voir en me disant ça te dirait qu'on ait une petite discussion et tout. Je me suis dit, là, non. Il va me dire qu'il va falloir que je redevienne active et tout. J'avais pas envie d'avoir cette discussion. Je disais, écoute, non, là, en ce moment, je nique des meufs, donc non, ça ne va pas le faire. Bon, et est-ce qu'il y a des trucs saillants là, dans cette époque queer chrétienne qui est maintenant, en tout cas... tu as fait ta dernière vidéo, je crois, en 2022. Enfin, après, tu mets encore des vidéos sur ce, mais qui sont plus sur la chrétienté. Est-ce que tu as des trucs un peu marquants à nous dire sur cette période et puis après sur la fin pourquoi la fin de cette période ? Qu'est-ce qui était marquant dans cette période ? Je pense j'ai pas de vidéo préférée de cette époque. Toutes les vidéos, j'étais hyper... Je pense qu'il y a quand même un truc où je me rappelle de l'époque où j'avais justement ce truc où je priais avant, pendant, après, où j'essayais d'être guidée par l'esprit quand je le faisais, où c'est devenu très différent à un moment où là, par contre, j'ai commencé à plus prendre le modèle YouTube, avoir des discussions un peu plus, parler d'autres sujets aussi, etc. Mais cette période-là, j'ai presque l'impression, quand j'y pense, que je vois quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est plus moi du tout. Et c'est vraiment... J'étais vraiment très pure, en fait. J'étais vraiment très pure et je pense que les gens captaient pas à quel point j'étais investie dans mon truc, quoi. Et du coup, à un moment, ça s'arrête. Du coup, est-ce que c'est en lien avec, de ton côté, la perte de foi dont tu as parlé ? Tu te dis, ben voilà, c'est bon, j'en ai fait le tour. Ou est-ce qu'il y a une raison qui a fait évoluer ton contenu militant Je pense que la perte de foi a beaucoup joué. En fait, j'ai eu d'abord une perte de foi en mon mouvement. Donc ça a été la première étape. Donc mon mouvement qui, à l'époque, était vraiment dans un truc un peu... Il y avait de la progression et tout d'un coup, en fait, il y a un retour en arrière. Et on apprend que désormais ne seront plus baptisés les enfants des couples homosexuels mariés. Ok. Et moi, en fait... Moi qui croyais que mon mouvement était dirigé par des gens inspirés, qui faisaient la même chose que moi pour ma chaîne YouTube, tu vois, dire écoutez, j'espère que quand vous prenez des décisions qui vont impacter tous les gens sur la planète, vous avez prié avant, demandé à Dieu, et je pensais que Dieu leur répondait des trucs aussi perchés que moi, du genre oui, faites ci, oui, faites ça. Tout le monde était très gentil et guidé par la simple volonté de transmettre le message de Dieu par la prière. Okay. Et oui. Et du coup, là déjà, en fait, je me suis dit, alors déjà, soit on n'a pas le même Dieu, parce que du coup, moi, dans ma tête, Dieu me disait, écoute, continue ta chaîne, c'est bien. Donc, dans ma tête, là, je dis, non, mais tu peux pas dire la même chose à eux et à moi. Donc, il y en a un des deux qui a tort, et ce n'est pas moi. Et puis là, vraiment, je me suis dit, non, mais alors là, Jésus n'aurait jamais fait ça. Là, j'étais vraiment en mode, genre, là, tu punis, même si c'était vrai, même si les homosexuels c'était des pécheurs, là tu punis les enfants des homosexuels, ça n'a aucun sens. Et bon, donc ça a été vraiment la goutte. Oui, il y a eu un point de rupture avec cet événement. Et gros effondrement, ça j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont perdu la foi. En fait, la perte de foi, c'est très traumatisant psychiquement parce que t'as une construction de la réalité dans ton cerveau, et tout d'un coup, en fait, tout doit se réorganiser.
mais c'est comme si on avait pété un mur porteur, quoi. Alors, surtout la religion. Enfin. Oui, c'est une relecture identitaire, autobiographique qui est énorme, quoi. Que j'ai l'impression qu'on peut vivre avec d'autres situations. Et moi, par exemple, pour parler de bisexualité, le fait de reconnaître ma bisexualité, ça a été, par exemple, une situation qui m'a fait avoir une relecture autobiographique de ma vie, quoi. Ou quand j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, ça m'a fait avoir une relecture autobiographique de ma vie, quoi. Donc j'ai beaucoup vécu ça ces dernières années. Mais la religion, c'est quand même une identité qui est vraiment, tout est fondamental, mais vraiment qui a une saveur particulière et qui en plus peut être connectée à une communauté, une famille, enfin en plus qui a plein d'imbrications où en partir, ça peut aussi être potentiellement quitter des gens qu'on aime. Enfin, ça peut être hyper totalisant comme identité, quoi. Ouais, je pense pour moi, il y avait un peu cette idée. Moi, j'avais du coup une relation avec Dieu qui était très intime et très quotidienne. Toutes les grosses décisions dans ma vie, je les ai prises en priant et en attendant une réponse, des signes, des trucs comme ça. Et je me dis, mais alors c'est eux qui m'ont appris à faire ça. Je prie de leur manière. Et ils sont dans l'erreur, et salement en plus. Et du coup, je me disais même pas, mais je vais trouver une autre religion qui est plus dans le juste, parce qu'en fait, donc du coup, je me suis retrouvée genre toute seule. J'ai gardé cette connexion avec Dieu pendant, on va dire, 6 mois, 1 an. Et en fait, cette rupture religieuse, pour moi, elle a marqué le début de troubles psychiques très très graves. J'ai commencé à avoir des TOC, mais des TOC de lavement des mains. Quand les gens voient des TOC qui sont comme ça, très très physiques dans le monde réel, etc., ça peut être impressionnant, c'est bizarre. Mais moi, j'avais des TOC qui avaient englobé mes croyances religieuses, notamment tous ces processus de prière pour avoir une réponse. En fait, j'ai commencé à développer un TOC où je devais demander en permanence pour tout ce que je faisais. Donc, toute ma journée, en fait, j'avais des heures et des heures de rituels, donc c'était hyper débilitant. Et donc, en fait, pour ma santé mentale, j'ai dû arrêter de prier. Parce qu'en fait, du coup, je priais en permanence. Mais c'était vraiment genre, est-ce que je vais m'attacher les cheveux ? Est-ce que je vais me faire une queue de cheval haute ou basse ? Est-ce que je vais mettre cette paire de chaussettes ? Est-ce que je vais prendre à droite ou à gauche ? Est-ce que je prends toute ma journée ? Donc en fait, genre, voilà, au pire des tocs, j'étais vraiment, c'était extrêmement débilitant. Avec en plus cette croyance que si je désobéissais au toc, il allait m'arriver quelque chose de terrible. Donc en fait, la maladie mentale est rentrée dans ma pratique religieuse. Et du coup, en fait, j'avais plus du tout accès à ma pratique religieuse, spirituelle de base. Et donc, j'ai vraiment dû, en toute conscience, dire je vais fermer cette fenêtre, je vais fermer cette porte, je ne vais plus m'adresser à Dieu. Et donc, du coup, en fait, de là est parti. Donc, j'avais perdu ma religion, j'avais perdu ma connexion avec Dieu. Donc, effectivement, en fait, queer chrétienne, compliqué de continuer parce que j'étais plus du tout dans cette perspective-là. J'avais d'autres priorités dans ma vie parce que j'allais vraiment pas bien. Mais il y a aussi cette sensation, et je sais, peut-être toi, tu vas la retrouver, quand on a Dieu avec nous tout le temps en permanence, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul et on a l'assurance que tout ira bien. On peut se retrouver dans les pires emmerdes, on peut continuer à prier et avoir la foi que tout ira bien. Une fois qu'on a perdu ça, pour quelqu'un qui a grandi avec la foi, et puis moi c'est arrivé, j'étais dans la trentaine, donc j'étais bien, c'était dans ma vie, quoi. En fait, on réalise qu'on est seul et que tout n'ira pas bien, en fait. On ne sait pas du tout, et c'est une espèce d'incertitude totale, et c'est terrifiant. Il y en a qui disent oui, la religion, ça rassure sur après la mort, etc. Les gens ont juste peur de mourir. Moi, j'avais pas peur de mourir, hein. J'étais juste, je me retrouvais juste soudainement à poil dans un monde violent, quoi. C'était juste ça. Ouais, j'ai entendu de personnes qui ont été dans des mouvements, avec des processus de déconversion et qui ont été dans des mouvements très forts religieux. Ce côté de, c'est ça, tu donnes la responsabilité sur ta vie, sur tes actions, sur tes choix à cette entité supérieure. Et du coup, en partir, ça veut dire, du coup, reprendre la responsabilité et aussi, comme tu dis, accepter toute cette part d'incertitude, quoi.
et enlever un certain nombre du coup de pensées magiques sur que la foi peut apporter quoi. Bon alors là je dis pour nos auditorices, n'hésitez pas, du coup toutes ces vidéos sont disponibles, donc si ça vous intéresse à aller les voir. Je sais qu'il y a des enjeux de binarité dans la foi chrétienne comme dans d'autres, où à partir du moment où quelqu'un dit que cette personne ne croit plus, parfois les gens du coup ça peut créer un enjeu de du coup tout ce qui a existé avant n'est pas valable, ou je vais pas m'y identifier, ce que je trouve très limitant quoi. Donc en fait si ces ressources elles vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir quoi. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup parlé, et du coup maintenant je veux bien qu'on parle de la suite de ta vie et ton militantisme, et où t'en es aujourd'hui, et tes projets aujourd'hui, de ces ouvrages aussi qui sont parus là ces dernières années. Voilà, c'est très large comme question, mais voilà, que se passe-t-il après la fin de Cure chrétienne, parce que tu continues à être une femme très militante, enfin qui est toujours sur les réseaux, et qui est donc avec un militantisme qui s'est précisé, qui concerne vraiment la question de la bisexualité, pansexualité, avec plus cette coloration chrétienne quoi. Alors oui, en fait, du coup, on a un petit peu, il y a eu un petit chevauchement entre queer chrétienne et les débuts du militantisme bi. Je dois dire quand même que on était déjà sur la fin de la partie queer chrétienne quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la bisexualité. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça aurait peut-être pu relancer. À l'époque. Donc moi je commence mon militantisme sur la bisexualité, beaucoup axé sur les femmes bi en relation hétéro et la création d'une communauté. Et à l'époque je suis sortie brièvement avec une meuf qui elle qui était activiste dans le milieu catholique sur les questions d'ordination des femmes. Et là, clairement, ça aurait pu relancer la machine. Un petit power couple dans cette niche. Ça aurait été marrant, ça aurait été vraiment marrant. Bon, après, franchement, je ne suis pas triste qu'on se soit séparés. On n'était vraiment pas compatibles. Mais oui, non, ça aurait pu être stimulant de ce côté-là. Mais oui, non, en fait, comme beaucoup de bi, en fait, mon militantisme LGBT, il a commencé par inclure tout le monde et a pas trop milité pour ma lettre, le B. Et à l'époque, j'avais une copine qui faisait vraiment plein de blagues vraiment très nulles sur les meufs bi en couple hétéro. C'était très méchant, en fait, juste très méchant. J'en voyais de la part d'autres personnes, mais il y avait elle en particulier. Bon, plot twist, elle était bisexuelle. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai un peu pété un plomb. J'étais là, non, mais vous nous traitez trop mal, c'est vraiment pas sympa. Puis moi, je commençais à lire les études sur les violences conjugales des meufs bi. J'étais choquée de découvrir les chiffres. Au début même, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a une erreur. Et puis, en fait... j'ai fait une vidéo qui s'appelait Chère lesbienne biphobe. Bon, ça n'a clairement pas été bien reçu par la communauté lesbienne. Aujourd'hui, je reconnais, je manquais de skills de réduction des conflits. J'ai jeté un peu d'huile sur le feu. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup de bien à plein de meufs bisexuelles qui ont dit oui, c'est vrai. Donc on s'est un peu fait tabasser en groupe sur Internet. Mais je pense que ça a créé une validation émotionnelle. Et puis ensuite, je suis sortie avec une meuf lesbienne vraiment hyper pipou, mais qui était, comme beaucoup de gens, pétrie de stéréotypes biphobes. Et je n'avais là encore pas les skills de désescalade des conflits. Et donc, au lieu d'avoir des discussions posées où on s'écoute l'une l'autre, on se disputait pour savoir ce que c'était la biphobie. Et donc, on a fini par se séparer. Et à l'époque, j'étais là, ouais, fuck it, je veux la faire, cette communauté. Ça commence à me pomper l'air. Donc je pense que j'ai eu des moteurs qui n'étaient pas forcément très sains. Mais bon, pour le coup, ce qui en est sorti, c'était très bien, je pense. Oui, du coup, comment ça s'est traduit, ce militantisme, comment est-ce que ça s'est traduit de créer des communautés bi pour toi, Alors ça a commencé par une story énervée. Où j'étais en mode genre, on n'a pas besoin des lesbiennes, ça suffit maintenant, on va s'organiser, on sait déjà le faire et on est plus nombreuses qu'elles. Et là, à l'époque, j'avais une copine qui était une meuf trans hétéro qui m'a écrit oui, vas-y slay queen.
Moi, j'ai supprimé la story parce que j'étais là, putain, j'ai encore fait un vent sur Internet. Mais c'est resté dans ma tête. Et genre, je sais pas combien de temps c'est passé, peut-être un mois ou deux. J'ai fini par poster ce manifeste pour un réveil bi en disant, non mais en fait, personne le fera à notre place, faut qu'on le fasse. Et donc j'ai fait, bon, moi je vais créer ce truc-là qui s'appelle Tomcat Bipan, où je me disais, ça va être un média sur les meufs bi et pan. Et je vais faire un collectif à Montpellier. J'étais à Montpellier, donc j'ai contacté un bar. Un bar que je savais fréquenté par de nombreux bisexuels. C'est vraiment le bar schlag queer, pas le petit café lesbien. On était vraiment dans un bar schlag. Donc je fais oui, j'aimerais bien faire un truc chez vous de discussion sur. J'avais commencé par faire des groupes de parole. Ok. Donc on faisait des groupes de parole. C'était vraiment trop drôle parce que moi, en fait, j'étais tout le temps avec mes gamins. C'était toujours des soirées où mon ex-mari n'était pas là pour s'en occuper. Donc, j'ai amené mes gamins. Je leur mettais un dessin animé avec des écouteurs. Et j'avais les bi traumatisés qui parlaient de leur vie. Alors, avec des trucs des fois horribles. Et il y avait vraiment... Alors, même vraiment, cette scène, mais elle est vraiment tellement iconique où tu as le bar schlag avec les bi qui parlent de leur vie sexuelle horrible. Certains parlent de virginité, de coming out raté avec les parents qui te virent de chez toi. Enfin bref, des trucs vraiment pas cool. Et à côté de ça, il y a mes enfants qui regardent des dessins animés. Et derrière la vitre, il y a genre 3-4 gamins de la rue qui regardent, parce qu'ils regardent les dessins animés en fait. Ah ouais, ok. Donc il y a vraiment cette espèce de cohabitation entre les bi qui sont dans ce bar hyper schlag, les gamins. De parole hyper drama, avec des grandes révélations et des gamins des deux côtés de la fenêtre qui regardent le dessin animé. Waouh. Et du coup, donc avec Tomcat Bipan, en fait, il y a plein de gens qui commencent à le suivre. Et je relais, en fait, je dis aux gens, en fait, si vous montez un truc, vous me le dites et je relais vos trucs. Et donc, je relais tous les collectifs qui sont en train de se monter. Et il y en a eu pas mal. Je crois que le premier, ça a été... Il y a eu Toulouse-Paris. Ça a été les 2 premiers, je crois. Après, il y a des gens qui m'ont contacté, mais qui n'ont jamais rien fait. Et il y a plein de trucs comme ça où qui ont fait un groupe de parole et puis il n'y a plus rien eu. Mais ouais, et donc les gens montent des trucs, des groupes de parole, souvent c'est des trucs aussi, par exemple, je sais qu'en Belgique, à Bruxelles, le premier truc c'est dire on fait un cortège à la Pride. Ouais. Donc se regrouper pour faire des pancartes ou des trucs comme ça. Bruxelles a super bien marché, tout de suite ils ont fait des trucs vraiment super cool. Et donc les trucs se montent. Et c'est hyper enthousiasmant. Mais ouais, et du coup, tous ces trucs-là se montent. C'est assez incroyable. Là, ça fait 2-3 ans. Et vraiment, maintenant, on est vraiment installé dans le paysage et des gens... Et ça dépend plus de moi, en fait. Et même, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi dans ce truc-là. Et je suis en mode genre, bah, c'est génial. Ça veut dire que ça existe, si du coup on peut aller jusqu'à avoir des désaccords entre bi sur C'est ça. sur nos organisations collectives, quoi, parce qu'il faut qu'il y ait une organisation collective pour en arriver là, quoi. Ouais, ce n'est plus ma secte de gens bizarres qui me suivent. C'est génial. C'est génial. Et donc, on en arrive peut-être à maintenant, cette année. Là, tu as publié, sont parus deux ouvrages, un sur la sur la biphobie, et un autre essai érotico, je ne sais pas comment tu l'appelles, politique, sur le fait de relationner avec des femmes trans et de parler de ça qui est pas beaucoup évoqué dans le paysage, quoi, de cette manière-ci, quoi. Est-ce que tu veux nous en parler de ton militantisme, activisme maintenant? Qu'est-ce que c'est en ce moment ta vie? Je pense que de l'extérieur, la trajectoire est les gens doivent se dire c'est quand même étrange, la meuf, au début c'était queer chrétienne et maintenant elle écrit des bouquins de cul hyper explicites. C'est aussi pour ça quand je vois mon ancien moi qui priait avant de faire les vidéos, qui était marié monogame avec cet homme très pieux, etc. Je me dis waouh, j'ai eu plusieurs vies. J'ai beaucoup de tendresse pour mon moi du passé, mais il y a des choses où je me dis on doit plus avoir les mêmes connexions neuronales, nous deux. Bah écoute, moi, mais je suis très fan de toi, mais je dois te le dire, mais j'adore. Du coup, en plus, j'ai découvert tout en même temps, hein, parce que du coup, j'ai regardé en même temps Queer Chrétienne que j'ai lu cet essai sur ta relation avec des femmes trans, que j'ai lu l'architecture de la biphobie. Donc voilà, tout a coexisté dans une même temporalité pour moi, alors que toi, c'est
15 ans de ta vie, quoi. 15 ans, ouais. Non, 15 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Une dizaine d'années de ta vie, à minima. On est sur une dizaine d'années. Ouais. Et écoute, je me sens rejointe dans plein de... Enfin, dans tous ces contenus de manière différente en les regardant en même temps. Donc, je pense que parmi les auditeurs et les auditrices de Cubeni, il y en a qui peuvent apprécier les différentes époques simultanément. Voilà. Mais effectivement, moi, ça m'a beaucoup touché ce texte sur cette relation avec des femmes trans. Dont j'ai vraiment une histoire d'une nuit, donc c'est une toute petite expérience, mais il y a quand même plein de choses que j'ai compris, où je me suis sentie rejointe, et puis aussi avec, tu parles de biphobie partout, et t'en parles aussi là, enfin voilà, tu parles de plein de choses, et ça m'a beaucoup plu, donc, et il y a des très belles illustrations qui viennent illustrer ce propos, donc je le conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent. Je pense qu'évidemment tout le monde ne sera pas le public, mais pour celles et ceux qui le sont, voilà. Alors ce qui est très drôle avec Johanna Folivelli, donc qui est l'illustratrice du livre, c'est que Johanna, à la base, donc Johanna est une femme trans, et avant de transitionner, elle voulait être moine. Ok. Et en fait, si elle veut me parler, contacte-la. Hein, franchement, par contre, elle est à Toulouse, c'est un peu loin. Je voyagerai. Voilà. Mais ouais, elle voulait être moine, et du coup, en fait, je découvre son contenu sur Instagram. On devient mutuelles sur Instagram à l'époque où elle fait de l'art mystique chrétien. Waouh. Ok. Et du coup, bon, moi, j'imagine queer chrétienne, il y avait ce truc chrétien, mais Johanna, à la base. En fait, on s'est croisés, nos trajectoires ont été à un moment où on était aussi toutes les deux d'autres personnes, et donc elle a fait son coming out. Moi, en fait, dès le début, Johanna, elle a un style incroyable. Hein. C'est une artiste, une artiste incroyable. Moi, au début, quand je la suis et qu'elle fait son coming out, dans ma tête, je me dis ouais, elle est à nous. Genre dans ma tête, j'étais en mode genre cette artiste incroyable en fait, elle est LGBT. Évidemment. Mais voilà, et maintenant elle dessine principalement des meufs à poil. Bon elle aussi une trajectoire comme la tienne. Une belle trajectoire, ouais. Incroyable, je suis très heureuse de savoir cette backstory sur l'illustratrice de cet essai. Ok, et peut-être pour finir, là, qu'est-ce qui est vivant pour toi aujourd'hui sur ces sujets un peu globalement? Est-ce qu'il y a des trucs là qui sont vraiment tes points d'accroche en ce moment, qui est fort largement sur... En lien avec la chrétienté, la foi et la sexualité? Alors ça, s'il y a, et puis sinon avec la sexualité, la bisexualité, enfin, qu'est-ce qui te touche en ce moment? Ça peut être plus large que la chrétienté s'il n'y a pas quelque chose qui transparaît maintenant. En fait, j'ai encore des points un petit peu avec la chrétienté, dans le sens où, de temps en temps, en fait, c'est un peu à double tranchant. Quand je vais suffisamment mieux psychologiquement, je m'autorise à prier à nouveau. C'est un peu genre quand je peux me le permettre. Et que t'as pas peur que ça recrée des tocs, quand je hors de mes périodes de toc, etc. Et quand ça va bien, quand ça va bien. Et en même temps, des fois, quand j'ai besoin d'aide. Parce que ça reste quand même un truc comme ça. Donc c'est à la fois quand je vais bien et à la fois quand je vais pas bien. Mais bon, bref. Et je dois avouer que il y a eu, je prie pas énormément, mais que ces derniers temps, les dernières prières que j'ai eues, et c'est arrivé plusieurs fois comme ça, c'était des moments où genre juste j'étais dans des relations avec des femmes où ça se passait super bien et où je me disais merci, franchement, c'est trop bien. Et je me disais, vraiment, si je disais à mon moi de 13 ans qui était terrorisé par mes hormones, qu'à un moment, j'aurais des prières de gratitude pendant ou après le sexe. Voilà, j'avoue que c'est surprenant, mais je commence à mieux comprendre pourquoi effectivement il y a des chrétiens qui essayent de défendre que la sexualité c'est quelque chose qui devrait être cool et ok et pas en désaccord avec notre foi. Parce qu'actuellement c'est un peu tout ce qui me reste. Voilà. L'amour, j'ai eu déjà ce message d'autres personnes qui ont pu passer à mon micro mais en fait l'amour c'est l'amour, enfin il y a un truc c'est vraiment un message de la chrétienté, cette question d'amour et d'amour de l'autre, quoi. Et que du coup, c'est pas étonnant qu'on vive de la gratitude et qu'on vive de la spiritualité dans sa relation aux autres, quoi. Que ça puisse exister, quoi. Donc, ça fait parfaitement sens, même si je comprends que ton ado intérieur, l'ado passé, pourrait se dire « Waouh, c'est fou c'est fou ce parcours. » Oui.
Ben, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, dont tu aimerais parler encore ? Non, tout va bien. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cette discussion.